Alors salut, c'est Mathieu. Aujourd'hui, on va faire une petite formation sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est déjà l'introduction. On va voir de manière globale tout ça. Et ce module fait partie d'une plus grosse formation qui sert à comment faire pour capter du trafic, pour l'attirer vers soi. Les réseaux sociaux en sont une partie. Alors on va parler ici plus précisément de médias sociaux. On entend souvent parler le thème de réseaux sociaux. En fait, il n'est pas tout à fait exact. On va voir ça un peu plus tard. Donc ici, c'est une introduction, mais la formation globale, on va déjà voir beaucoup de choses, mais la formation globale, on va voir encore plus de choses. Donc on va voir quels sont tous ces médias sociaux qui existent, à quoi ils servent, donc ça c'est l'essentiel de cette petite introduction. Quels sont leurs buts, quel public ils sont destinés, quel public tout d'un coup s'est mis sur ces réseaux sociaux. On va étudier leur culture propre, ils ont tous des petites différences, on ne peut pas agir sur un réseau la même chose que sur un autre. Et puis on va apprendre à capter du trafic avec tous ces réseaux, et surtout on va apprendre à le garder. Ça c'est ce que la plupart des gens oublient, c'est qu'on est totalement dépendant d'une plateforme, et si elle change ses règles du jour au lendemain, elle s'est foutue, on peut tout perdre. Donc on va essayer de garder son trafic, de l'assurer. Et finalement, on sait tous que ces réseaux sociaux, ça peut être une grosse perte de temps, on peut s'y perdre, donc on va apprendre comment aller à l'essentiel, comment faire juste ce qu'il faut, et pas perdre son temps là-dedans, pas se perdre totalement. Alors, ici, moi je vous présente une grosse machine, un écosystème, avec plein de petites machines qui permettent d'attirer du trafic à soi et ensuite de l'utiliser. Ça dépend ce que vous avez comme site web, si vous voulez juste du trafic pour passer un message ou si vous voulez vendre quelque chose. Et bien là, j'ai conçu toute une machinerie. Donc là, je suis en train de faire toute une série de formations pour apprendre à utiliser un écosystème total, complet, qui permet vraiment de se renforcer. J'appelle ça un peu la permaculture web, parce qu'on va créer des petites machines qui sont autonomes et qui se renforcent les unes les autres, comme on le fait en permaculture, où on a une vision d'écosystème qui se renforcent les uns les autres pour faire tout un environnement. Alors, ici, on va voir juste la partie réseaux sociaux, comment capter du trafic avec les réseaux sociaux. Ça, c'est la petite partie de ce gros écosystème dont je le présente aussi dans d'autres formations. Alors cette formation-là, c'est juste l'introduction sur les réseaux sociaux. Alors si tu veux retrouver toutes ces formations, il y a toutes les infos dans cette vidéo ici autour, et tu pourras aussi suivre le reste. Alors c'est parti. En ce qui concerne les réseaux sociaux, le mot lui-même, réseau social, c'est quelque chose qui est issu des anthropologues. Dans les années 50, ils voulaient décrire un individu au sein d'un réseau avec ses amis, sa famille, ses voisins, et commencer à étudier un peu les interactions qu'il y a là autour. Et ça, c'est ce qu'on a appelé le réseau social. Ici, on va parler principalement des médias sociaux. Donc, c'est un concept qui est un peu différent, qui met dans un réseau social, mais c'est vraiment les médias sociaux qui sont issus des années 2000. Sur Internet, donc au début, l'Internet, c'est juste l'autoroute de l'information. Ensuite, dans les années 90, le web est arrivé. Le web, c'est vraiment l'application qui a fait qu'on a adopté massivement l'Internet, que l'Internet est diffusé partout, que tout le monde est connecté à l'Internet. Et ça, c'était encore le web, juste un échange de documents, parce que à la base, ça a été conçu pour ça, pour échanger des articles du physique. Et finalement, on a commencé à construire sur ce web des applications. Le blog est la première application, ce qu'on appelait un peu le web 2, et le blog s'est complexifié toujours plus, et pour arriver au début des années 2000 à quelque chose qui ressemble à tous ces médias sociaux, qui devient un échange complet, des grosses applications très complètes. Et ces applications sont encore montées en puissance au début des années 2010, et c'est surtout avec l'invention en 2007 de l'iPhone qui a popularisé les smartphones
et les smartphones sont devenus quelque chose que tout le monde a dans sa poche, et on a finalement tous ses amis, tout son réseau social dans sa poche, en permanence. Et auparavant, quand on avait juste un ordinateur pour accéder à Internet, eh bien c'était cantonné à juste le soir, quand on rentre chez eux, ou alors des gens hyper connectés qui passaient leur journée en face de leur ordinateur. Tandis que depuis l'arrivée des smartphones, c'est vraiment quelque chose de généralisé dans la vie de beaucoup de gens. Pour la petite histoire, l'image en dessous, c'est mes amis Facebook que l'on aperçoit ici, chacun avec les connexions qu'il a avec les autres. C'est une petite image que je m'étais amusé à faire il y a quelques années. Très instructif. On y reviendra plus tard. Alors, il y a une petite image qui circulait sur le web il y a quelques années pour se dire à quoi sert un réseau social. J'avais essayé de refaire tout ça, donc ici c'est ma version avec pour un mangeur de pommes. Et je vois que déjà au bout de quelques années, la situation a un petit peu changé. Donc là, je l'ai réactualisé et on va se pencher un peu plus là-dessus. Ça permettra de bien comprendre à quoi servent tous ces médias sociaux. Alors c'est un exemple pour un mangeur de pommes. Donc Facebook qui est le plus connu des médias sociaux, il est surtout popularisé par son bouton j'aime. Sur Facebook, qu'est-ce qu'on peut faire? Plein de choses, on le verra dans la formation plus complète dédiée à Facebook. Mais en gros ici, ça sert à dire j'aime faire ça, c'est mon coup de gueule, j'aime pas, j'aime pas. Et de regarder ce que tous les autres disent et de dire j'aime pas, je trouve ça sympa, je trouve ça horrible. Donc c'est le bouton j'aime ici qui caractérise Facebook. Twitter, alors c'est plus dans l'instant. Ça veut dire je suis en train de manger une pomme. C'est quelque chose qui sert. Twitter, c'est un réseau de microblogging, donc on peut utiliser que des phrases courtes. À l'origine 140 caractères pour que ça passe par SMS. Ça vient d'être étendu à 280 caractères, donc le double. Et là-dessus, alors, on s'exprime de manière brève, mais on s'exprime très rapidement. On s'exprime surtout pour commenter des événements, pour qui rassemblent pas mal de monde. Il y a des émissions de télé, des fois, qui tournent autour. Ça fait des buzz, des scandales politiques qui arrivent. Et tout ça, il est organisé avec ce qu'on appelle les hashtags. C'est pour ça que j'ai mis devant pomme le petit dièse. On peut associer un message à toute une discussion. Et c'est là qu'effectivement on peut observer des fois les tendances qui arrivent. Et c'est comme ça que souvent moi j'apprends la mort de quelqu'un parce qu'il y a son nom affiché, des personnalités ou alors des scandales qui arrivent là autour. Ensuite, Foursquare, je pense que le plus grand monde s'en souvient. C'est vraiment un peu tombé dans la désuétude, mais c'était un concept très intéressant qui a été inventé. C'est ici que je mange une pomme. C'est avec les smartphones, on a tous un GPS dans la poche, donc c'est la géolocalisation de nos activités. Et avec Foursquare, le principe c'est de pouvoir devenir un peu le baron d'un lieu, de dire ça c'est chez moi, c'est moi qui gère les interactions virtuelles autour de ce lieu. Alors le concept a été piqué par Facebook, du coup Foursquare, je connais plus personne qui est dessus. Je sais pas si ça existe encore vraiment, mais Facebook a largement réutilisé ce concept de géolocalisation, de où on se trouve et de pouvoir faire une page même dédiée à un lieu. Instagram. Instagram, c'est voici une photo vintage de ma pomme. Et avec un petit hashtag foodporn, c'est le hashtag qui permet de classer toutes ces photos de nourriture, que tous ces gens qui photographient tout ce qu'ils mangent. Ça devient presque maladif. Alors la photo vintage, c'est parce que surtout Instagram s'est fait populariser grâce à la manière super géniale et facile de pouvoir faire des photos et d'y ajouter des filtres. Donc moi je pense que c'est la nouvelle manière de concrétiser le slogan de Kodak. Kodak qui a dominé le monde de la photo pendant un siècle. Et Kodak avait un slogan, c'était clic-clac Kodak, mais surtout c'était vous pressez sur le bouton, nous faisons le reste. Donc comment populariser la photo? Et ici, voilà que Instagram a réussi à faire la même chose avec la photo numérique. Donc vous prenez
vous pressez sur le bouton de votre smartphone et le partage se fait automatiquement. Vous pouvez les catégoriser pour les partager mieux. Vous pouvez aussi rajouter un joli filtre, et ces filtres sont devenus tellement populaires qu'ils sont devenus en quelque sorte virales. Ah, ça c'est le style Instagram, et du coup la plateforme a vraiment pris de l'ampleur. En été 2018, juste il y a quelques jours, Instagram a annoncé avoir atteint le milliardième utilisateur actif. Donc il y a 1 milliard de personnes qui partagent des photos. Instagram appartient à Facebook. Ensuite, YouTube. À la base, comme je le vois dans mon image précédente, c'était surtout une plateforme pour mettre des vidéos. Et c'était ma visite au zoo, ce qui est la première vidéo publiée sur YouTube. Mais bon, ça a pas mal évolué ces dernières années. Je trouve que maintenant c'est vraiment, voici un tuto, les 12 façons incroyables de manger une pomme. De plus en plus, c'est une source d'information qui remplace un moteur de recherche. On peut rechercher directement là des tutos, des méthodes, comment faire quelque chose, et je vais trouver ça directement sur YouTube pour les gens qui n'ont pas envie de lire. Il y a des vidéos pour tout, et il y a des chaînes de vidéos vraiment incroyables. Donc je pense que c'est un réseau social qui est de plus en plus important, et YouTube appartient à Google. LinkedIn, manger une pomme est une de mes compétences. Alors effectivement, c'est un CV en ligne, pour résumer. LinkedIn a été racheté par Microsoft, et c'est là-dessus que les professionnels échangent. C'est là-dessus qu'on va essayer de te faire recruter. Pinterest, un petit peu moins connu, mais moi je suis totalement accro. Chaque fois que j'y vais dessus, je perds des heures. C'est voici une recette de pommes à la cannelle pour ta collection. Donc le principe, c'est de faire des collections. Des collections dans lesquelles on met des photos. C'est des photos qui elles-mêmes sont issues de pages web. Et donc, avec une collection, on peut regrouper plein d'informations issues de plein de pages web. Et c'est très utilisé. L'immense majorité des utilisateurs sont en fait des utilisatrices, des femmes sur Pinterest, qui font des collections. Beaucoup de collections sur ma nouvelle coupe de cheveux. Donc si j'ai envie de faire une coupe de cheveux, je vais d'abord regarder tout ce qui existe, et puis m'inspirer de ça et faire des collections. Ou alors faire des collections de recettes de cuisine qui pourraient être intéressantes et que j'ai envie de réaliser. Donc on peut faire des collections avec tout et n'importe quoi. Et c'est l'exemple type, c'est comment faire mon mariage. Alors, une collection sur la déco, une collection sur la cuisine, une collection sur la robe. Donc ça marche bien. Last.fm, un tout autre domaine, c'est je suis en train d'écouter Pomme. Pom 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 pom. Alors ça, c'est un réseau social, entre guillemets, qui permet de regrouper les gens autour de musique, de ce que l'on écoute. Alors automatiquement, dès que j'écoute de la musique, Last.fm va l'enregistrer. Et c'est le mélange entre l'audio scrobbler, qui est une espèce d'algorithme qui analyse la musique et qui est capable de reproposer de la musique qui est similaire, qui correspond à mes goûts, mais que je ne connais pas encore. Donc j'ai découvert beaucoup de musique très intéressante avec ça. Et Last.fm, c'était aussi une radio qui est capable de diffuser cette musique que l'on aime. Alors le côté radio a toujours un peu des soucis, parce que les managers de la musique verrouillent toujours pour qu'on passe par eux pour pouvoir écouter de la musique, et Last.fm a dû changer de nombreuses fois un peu ses fournisseurs, bien que c'est toujours légal. Et maintenant on voit que c'est Spotify qui a l'air d'être le plus fort pour pouvoir gérer la diffusion de musique, et finalement Last.fm maintenant repropose la musique de Spotify, et on peut écouter sur Spotify et enregistrer sur Last.fm. Donc je trouve intéressant de voir qu'on peut créer un réseau social sur différentes formes de médias. Google+, joli média. Là on dit « Je suis un employé de Google qui mange une pomme ». Car oui, Google n'a pas vraiment réussi à avoir un réseau social qui marche. Bien que YouTube est gentiment en train de devenir un bon réseau social qui marche très bien, avec l'arrivée de Facebook, Google a essayé de le concurrencer
mais c'est un peu un fiasco, c'est pour ça qu'il doit y avoir plus que les employés Google qui traînent sur Google+. Google a essayé à un moment donné de le faire populariser grâce à son moteur de recherche. Donc si on pouvait indiquer l'auteur d'un article dans des pages et mettre en lien sa page Google+, pour avoir une réputation, ça permettait d'augmenter son référencement. Donc tous les geeks du référencement ont un compte sur Google+, mais finalement ça marchait pas tellement, donc Google a arrêté cette fonction. Et finalement, je sais pas trop à quoi sert Google+, il y a toujours certainement un marché de niche, mais c'est franchement pas très utilisé. Ensuite, Snapchat, c'est pas vraiment un réseau social, c'est plus proche d'une application de messagerie, mais je trouvais intéressant de le mettre quand même là-dedans pour montrer comment les générations différentes utilisent les médias sociaux. Alors, t'as 3 secondes pour voir que je mange une pomme et l'image s'autodétruira pour pas que mes parents le sachent. Et oui, Snapchat s'est fait connaître justement par ces vidéos et ces photos qui s'autodétruisent, parce que c'est toujours dangereux d'avoir certaines informations compromettantes sur son téléphone. Alors, on voit que la consommation d'informations est très différente d'une génération à une autre, et on verra aussi quel est l'avenir de tous ces médias sociaux par rapport aux différentes consommations de médias suivant les générations. C'est là-dessus que je voulais juste mettre une petite info au milieu pour qu'on en parle. Ensuite, Diaspora, j'aime les pommes et ma vie privée. Alors j'aime, ça rappelle un peu Facebook. Diaspora, c'est à peu près la même chose que Facebook, sauf que ça a été construit pour être totalement indépendant, et donc vous pouvez héberger votre propre petit bout de réseaux sociaux qui va s'interfacer avec d'autres instances de Diaspora pour communiquer avec d'autres gens, tout en ayant la maîtrise de votre vie privée, de vos données en local. Donc vous savez que ça va pas partir, que ça va pas être vendu, qu'il n'y aura pas de publicité. Donc ça fait quelques années qu'il y a une alternative qui existe, mais elle a un peu de peine à décoller, il n'y a pas forcément la masse critique. Il y a un monsieur Metcalfe qui avait expliqué la loi de Metcalfe, qui dit que la valeur d'un réseau est proportionnelle au carré du nombre d'utilisateurs. Donc ça veut dire que si on a 100 personnes, 100 fois 100, donc 100 au carré, ça va être beaucoup plus grand que si on a 10 personnes, 10 fois 10. Donc effectivement, plus on a un réseau qui est grand, plus il y a de la valeur et plus il y a de chances d'être encore plus grand. Des fois, il peut être mal foutu, mais comme il y a plus d'utilisateurs, il est peu populaire. Alors pour faire venir les gens sur Diaspora, c'est plus difficile parce que Facebook a vraiment un nombre d'utilisateurs qui se compte en milliards, c'est 2 milliards. Mastodon. Alors là, c'est je suis en train de manger une pomme et j'aime ma vie privée. Donc c'est un peu pareil que Twitter, mais pour les gens qui aiment leur vie privée. C'est aussi comme Diaspora, des instances différentes qu'on peut installer. C'est assez récent. Et je dois dire que là, ça commence à devenir intéressant parce que j'ai l'impression que la masse critique, là, pour je ne sais pas trop quelle raison, c'est surtout, je crois, les problèmes de Facebook avec Cambridge Analytica qui ont tout d'un coup décidé plein de gens à se mettre sur Mastodon et à l'utiliser. Donc il est en croissance, on verra si ça dure, on verra s'il disparaît. Donc c'est intéressant, c'est un peu du microblogging, donc c'est assez simple, il suffit de partager quelques infos. Twitch, alors Twitch c'est un truc très particulier, ça peut être assimilé à YouTube, c'est une plateforme en live pour voir des vidéos de gaming. C'est des joueurs qui jouent à leurs jeux vidéo favoris sur lesquels ils sont super forts, et il y a souvent des milliers de personnes qui regardent en direct leur partie pour s'inspirer, pour savoir comment on fait quelque chose, pour admirer le jeu. Et il y a souvent de la publicité qui passe, ce qui permet de les rémunérer. Donc des fois, il y a plein de petits jeunes qui jouent aux jeux vidéo dans leur chambre, et leurs parents disent « Mais arrête de faire des jeux vidéo, fais quelque chose de ta vie !» Et le petit jeune, il dit « Eh ben, là, je suis en train de gagner ma vie, je suis en train de gagner plus d'argent que toi avec ton salaire, donc laisse-moi jouer tranquille dans ma chambre. » Donc c'est assez fou,
C'est tout un monde, le gaming, donc je voulais montrer qu'il y a aussi des réseaux sociaux dans ce domaine. Alors Twitch appartient à Amazon, faut le savoir aussi. GitHub, alors ça c'est un peu tôt, c'est pas vraiment un réseau social, mais ça le sert pour tous les geeks qui mettent leur code en open source souvent sur GitHub pour partager. Et finalement, quoi de mieux que du code qu'on a fait comme CV. Donc tous les geeks aiment bien faire leur CV, ils n'ont pas besoin de LinkedIn, mais ils mettent leur compte GitHub. Donc voilà, c'est le code source de mon projet POM. Et là, il y a beaucoup de partage, c'est aussi toute une culture. Et c'est un peu les mois depuis quelques temps, parce que récemment, Microsoft a racheté GitHub. Alors ça plaît pas à tout le monde. Donc on verra l'évolution de la chose. Tinder. Tinder sert à la drague. Toi aussi t'aimes des pubs? Alors je t'invite à boire un verre. Alors Tinder profite de la géolocalisation des personnes. Et on peut avoir un profil, et dès le moment où on a un profil qui est compatible avec une autre personne, tiding, ça nous met en lien. Donc voilà, c'est pour montrer comment on peut faire évoluer avec les smartphones, la géolocalisation, faire un nouveau réseau social, créer un moyen de rencontrer des nouvelles personnes, faire de la drague. Et ça montre aussi le sommet de l'iceberg de tous ces réseaux, de tous ces médias sociaux, de tous ces sites de rencontres qui sont dédiés à la drague, à rencontrer des gens sur des aspects particuliers. Donc c'est toute la pointe de l'iceberg, là il y a beaucoup de choses qui existent dessous, on va pas forcément rentrer dans les détails. Et je finirai avec Reddit, qui n'est pas vraiment un réseau social, mais qui est en fait l'essence même des réseaux sociaux. Beaucoup de débats. En général, quelqu'un publie un signet, un lien, quelque chose, et il y a des millions de gens qui peuvent en débattre autour. Et ça fait émerger en fait les plus populaires, les plus polémiques, là où il y a le plus de débats. Et oui, parce que finalement, ce que j'observe de tout ce qu'il y a là autour, c'est qu'en fait, les réseaux sociaux servent à la même chose. Les humains, en fait, ont toujours des caractéristiques assez semblables. Les oiseaux volent, mais les humains, qu'est-ce qu'ils font? Ils adorent raconter des histoires, depuis la nuit des temps, depuis les contes autour du feu, jusqu'en passant par le théâtre, le cinéma, les jeux vidéo, les réseaux sociaux, c'est toujours pareil. On adore raconter des histoires. On les raconte en audio, en vidéo, en texte, en images, avec diverses choses. On adore débattre autour, raconter d'autres histoires autour des histoires. Donc voilà, les humains aiment raconter des histoires et les médias sociaux servent principalement à raconter des histoires sous différentes formes. Donc c'est vrai que c'est pas nouveau. Les médias sociaux en général, ils refont de manière numérique sur des nouveaux médias ce qu'on faisait déjà depuis longtemps. Donc là, il y a une petite image qui nous montre comment on pouvait déjà faire. Alors on voit que Pinterest, c'était épinglé des petites choses que l'on aime. Facebook, c'est son carnet d'adresses, son annuaire. Skype permet d'appeler les gens, etc., etc. quoi. Donc finalement, c'est vrai que le web n'est qu'un nouvel espace dans lequel on peut faire un peu autrement ce qu'on faisait déjà avant. Des fois, avec une échelle plus large, c'est ce qui fait qu'on amplifie. Ok, maintenant on va voir qu'il ne faut pas confondre ces médias sociaux avec des messageries instantanées. Donc, ce qui est réseaux sociaux, médias sociaux, c'est un truc qui est bien particulier, mais il existe aussi tout un monde qui souvent appartient aux mêmes acteurs, qui sont les messageries instantanées. Donc on connaît tous WhatsApp, Telegram, Messenger, Skype, FaceTime, Viber, Signal. Il y en a encore plein d'autres. Mais ça, c'est un peu les principaux. Et finalement, si les oiseaux volent et que les humains racontent des histoires, l'essentiel, souvent, c'est juste de pouvoir raconter l'histoire, mais de pas avoir besoin du décorum qui est autour. Donc la notion de profil, de se mettre en avant, de peut-être aussi raconter une histoire sur soi-même, mais qui met tellement en avant l'ego que c'est pas l'essentiel. Donc ce qu'on aime bien, c'est juste discuter, et discuter avec ses amis,
On n'a pas forcément besoin de le publier sur le vaste monde, d'aller très loin. Et toutes ces petites applications, elles fonctionnent bien. Elles font des fois que de la vidéo, que de l'audio. Elles sont dédiées à que du texte. On peut souvent tout mélanger, partager. Et en fait, il se trouve que dans les jeunes générations, il semble qu'il y a un peu un désintérêt pour par exemple Facebook, qui est issu de Harvard, dans laquelle c'est un peu l'élite, qui essaie de se mettre en avant, de se présenter, et déjà de faire quelque chose qui ressemble à un CV pour se faire engager plus tard dans les meilleures entreprises du monde. Et ça correspond pas à tout le monde. Alors il semble que les jeunes générations, les moins de 25 ans, ça leur correspond déjà plus, et qu'ils vont vraiment à l'essentiel de ne partager que sur des messageries instantanées. Donc c'est aussi pour ça que Facebook a racheté WhatsApp, pour éviter de perdre tous ces gens avec qui le décorum de Facebook ne correspond pas. WhatsApp, c'est aussi des milliards d'utilisateurs, donc finalement l'écosystème de Facebook n'est pas prêt de disparaître. Avec Instagram, avec Facebook et avec WhatsApp, déjà beaucoup de monde. Petit aperçu quand même d'où on vient, les ancêtres. Alors là, il y avait une jolie petite carte du monde des ancêtres des réseaux sociaux. Donc je vous ai parlé que le web à la base, dans les années 90, c'était vraiment que de l'échange de documents. Puis ensuite on est arrivé au Web 2, qui est un concept assez flou, mais qui quand même le moment où on a le blog qui est arrivé, la première application. Et ensuite on a commencé à créer des services par-dessus un peu plus complexes. Donc le premier qu'on peut considérer comme un réseau social, c'était, je pense, MySpace. MySpace, mon espace sur le web. Donc c'est à un moment donné, sans avoir besoin de créer un site web, on peut créer juste un petit espace. Et MySpace était surtout connu parce que c'était le premier endroit où des groupes de musique ont été découverts grâce à justement cet espace sur le web. On a découvert que c'était super simple de se faire connaître, qu'on n'avait pas besoin de passer par une maison de disques, par les fameux majors, les 5 qui contrôlent tout dans le domaine de la musique. Et bien là, il y avait une alternative. Il y a des groupes qui se faisaient connaître sans passer par ces maisons de disques. Donc ça a fait du buzz, il y a eu pas mal de gens qui se sont mis sur MySpace, et c'est là qu'on a inventé le concept de page de fan, de pouvoir écouter un groupe, de dire je suis fan de ce groupe, et d'avoir des groupes qui ont des centaines de milliers de personnes qui les suivent, juste sur le web. Alors, Facebook a pas mal repris de tout ça, et ça a certainement fait crever MySpace. MySpace n'est plus que l'ombre de lui-même. Ça sert presque à rien, en fait, de nos jours, il n'y a plus personne là-dessus. Il y a eu une époque, un peu, chacun avait son petit blog, sur des plateformes de blog. C'était la première grosse application. Dans le monde francophone, les skyblogs, c'était vraiment très connu. Moi, j'avais beaucoup d'amis sur les skyblogs, ils racontaient leur vie, alors... Ça, c'est mon ami, ça, c'est mon autre ami, voilà une photo d'eux, voilà une photo de moi, et puis c'était vraiment un peu les débuts des réseaux sociaux. C'était présenter sa famille, ses amis, son chien, et puis raconter des histoires sur soi-même. Et on pouvait déjà dire, voici les skyblogs de mes autres amis. Donc c'était déjà presque un réseau social qui se construisait gentiment avec les liens entre les différentes personnes. Alors moi j'utilisais un agrégateur de flux RSS, pour ceux à qui ça dit encore quelque chose, mais qui permettait de m'abonner à tous les flux de tous les blogs de mes amis et de voir au même endroit dans mon agrégateur tout ce que mes amis publiaient. Et avec ça, j'avais déjà presque ce qui est actuellement la timeline Facebook, la page d'accueil, le fil d'actualité qui permettait de voir tout ce que faisaient mes amis au même endroit. On voit que Facebook a beaucoup piqué de tous ces concepts, les a centralisés, les a mis, les a simplifiés, et a fait des algorithmes pour les trier quand il y a trop d'informations. Et Facebook fait ça tellement simplement que finalement, Facebook a carrément bouffé le monde des réseaux sociaux. Les skyblogs sont plus utilisés. Orkut, c'était Google qui avait ça. Ça fonctionnait surtout, grâce à la loi de Metcalfe de nouveau, en Amérique du Sud. En Amérique du Sud, tous les gens étaient sur Orkut et c'est pas sur un autre réseau. Et je pense que Google a flingué ce réseau social juste pour pouvoir le fusionner avec Google+, mais Google+ ne marche pas, ils auraient peut-être mieux fait de garder juste Orkut.
N'étant pas en Amérique du Sud, je suis pas tellement habitué, je sais pas trop si ça avait du succès. Il y avait aussi un réseau qui s'appelait Friendster. Friendster a été bouffé par, même racheté par Facebook et bouffé, on n'en parle plus. Il y a Second Life qui était le futur des réseaux sociaux, ça l'est peut-être toujours. Second Life, c'est basé sur un personnage en 3D, dans une espèce de monde en réalité virtuelle, on se balade, on peut construire sa maison, et on achète tout en Linden Dollars. Donc c'est un peu, avant les crypto-monnaies, la préfiguration des monnaies électroniques aussi. Mais comme il fallait tout payer, il n'y a pas grand monde forcément qui y allait, il y a toujours des gens qui sont là-dessus. Plein de marques ont acheté des espaces là-dessus, en pensant que c'était le futur. Mais c'est quand même assez lourd quand on a juste besoin d'échanger. C'est vrai que juste quelques tweets remplacent allègrement tout ça. C'est échanger un petit peu de texte. C'est beaucoup plus léger, facile à utiliser sur des smartphones plutôt que Second Life. Ça existe toujours, mais c'est plus très utilisé. Et à propos de messagerie, en fait, si on remonte dans le temps, il y avait l'IRC qui était passablement utilisé. C'est des canaux sur lesquels beaucoup de geeks ont passé leur vie. Des canaux qu'on rejoint, on peut échanger juste du texte avec tout un jargon là aussi autour, pas mal de commandes. Comme c'est un peu geek, maintenant on n'en voit plus beaucoup, mais totalement décentralisé et libre, donc très intéressant. Ça existe toujours, mais c'est plus très très populaire. ICQ, qui était vraiment, je pense que la première messagerie instantanée où on avait une petite application à mettre sur son ordinateur pour voir les amis avec qui on communique, et dès qu'on était connecté à son ordinateur, paf, on pouvait communiquer avec des autres, tout en mode texte. Et il y avait cette notion de présence, de voir que ses amis sont là ou pas, de les avoir en direct dans sa poche, ou presque. À l'époque, ça fonctionnait que sur ordinateur, donc il n'y avait pas vraiment de smartphone, donc c'était pas vraiment dans sa poche, mais savoir qu'on avait ses amis à disposition tout de suite pour parler avec eux. MSN a fait la même chose, mais c'était la version Microsoft. MSN, c'était déjà le Microsoft Network, donc quand Microsoft avait tenté de faire un Internet séparé de l'Internet, un network, heureusement ça a foiré, parce que ça aurait été l'horreur d'être sur différents réseaux Internet différents. Là, on a quand même tous le même Internet, et c'est quand même vachement pratique. Et ils avaient recyclé ça dans une messagerie instantanée qui a bien décollé, et MSN a fait émerger aussi le statut un peu. Mon statut MSN, c'était de voir en direct. Sur ICQ, on voyait juste ses amis, et sur MSN, on voyait ses amis plus son humeur du moment. Aujourd'hui, j'ai réussi mon permis de conduire. Ouais, aujourd'hui, je suis hyper content. Aujourd'hui, je suis triste. Aujourd'hui, je suis habillé en rose. Voilà. On pouvait raconter sa petite histoire à propos de soi-même. Donc, ça a pas mal fonctionné. MSN a fusionné avec le Facebook Messenger. Et finalement, les mêmes fonctions restent toujours là. Ça s'est un petit peu développé. Voilà, alors maintenant, on a fait le tour un peu de ce qui existait dans le monde occidental. Mais il faut savoir qu'il existe aussi ailleurs des géants. Donc en dehors des USA, qui nous sont les fournisseurs en médias sociaux du monde entier la plupart du temps, savoir que sur l'internet fermé chinois, il y a Tencent, qui est vraiment l'entreprise qui a le monopole pratiquement sur tous les médias sociaux, avec des réseaux comme Weibo ou QQ. Alors, j'y connais pas grand-chose parce qu'on va pas là-dessus, mais c'est intéressant de savoir qu'il y a aussi un autre monde des réseaux sociaux, mais qu'on voit que l'humain fonctionne de la même manière. En Russie, alors ça nous est un petit peu plus accessible, il y a VKontakte, VK, qui est très populaire et qui fonctionne encore assez largement, VKontakte. Et c'est le même qui a créé Telegram ensuite, qui s'est ouvert un peu plus au vaste monde. Donc voilà, on voit qu'il y a des alternatives à tout. Bien, alors maintenant, petite conséquence, ces médias sociaux, qu'est-ce que ça a apporté au monde? Quelles sont les conséquences? Donc il faut savoir que le monde est plus petit maintenant, en tout cas selon l'expérience de Milgram, qui était un chercheur en psychologie. Dans les années 60, il avait essayé de savoir combien de personnes séparent chaque autre personne.
quels sont les degrés de séparation entre les humains d'un bout à l'autre de la planète. Donc il avait fait des expériences avec des lettres à envoyer, et puis de voir comment une lettre pouvait circuler pour trouver son destinataire, en combien je suis l'ami de l'ami de l'ami de l'ami, et il trouvait 6 degrés de séparation pour relier toutes les personnes d'un bout à l'autre de la planète. Alors avec des petites études qui ont été faites sur Facebook en 2016, maintenant on sait qu'on est à 3,5 degrés. Donc en fait le monde est plus petit, on est plus interconnecté avec plus de monde, avec des gens plus à l'autre bout du monde, ce qui fait qu'il est plus facile d'être interconnecté par très peu d'intermédiaires avec le monde entier. Donc l'information circule plus vite, oui, mais ça ne veut pas dire qu'on communique mieux, on communique plus vite. Mais des fois, l'information, les fake news, on envoie des infos dans tous les sens qui ne sont pas forcément plus justes. Et tout ça, ça a quand même une conséquence, c'est qu'à mon avis, les autorités et les pouvoirs traditionnels sont remis en cause et sont en train de gentiment de s'effondrer. On voit que l'arrivée de l'internet, du web, ensuite des réseaux sociaux, ont fait que le journalisme est fortement mis à mal. On peut envoyer tout et n'importe quoi. Et là, Facebook, il faut savoir, est en train de mettre en place tout un système pour pouvoir vérifier le contenu et le censurer, le contenu qui est partagé sur son réseau. Alors comment ils font ça? Et bien maintenant, Facebook va peut-être sauver le journaliste parce qu'il paye des journalistes pour analyser les articles et pour créer des articles sur des rumeurs qui sont en circulation sur les réseaux sociaux. Donc là, on voit que c'est un pouvoir qui a changé, les magazines ont pratiquement disparu, plus personne ne lit des magazines papier, les blogs ont remplacé tout ça, et maintenant le journalisme, la plupart de l'information, en tout cas chez les jeunes, les 18-34 ans, la moitié des 18-34 ans, la première chose qu'ils font en se levant, c'est aller voir les réseaux sociaux. Donc on est informé par les réseaux sociaux et plus par les médias traditionnels. Donc ça c'est quelque chose qui change pas mal, et du coup, qui dit médias dit aussi politique. Les politiques, maintenant on voit pas mal de politiques sur Twitter qui court-circuitent totalement tout et qui balancent les choses. Là donc la politique peut aussi se faire en direct sur des médias sociaux. Donc ça c'est intéressant de voir l'évolution de ce que ça fait. Et la confiance en les politiques, elle est aussi de moins en moins là, parce que finalement, on voit qu'il y a des magouilles partout, et elles arrivent plus vite au grand jour. Ensuite, tout ce monde de l'Internet en particulier permet aussi de créer, de se couper des intermédiaires, et notamment dans la création monétaire. Les banques qui créent la majorité de la monnaie actuellement avec le crédit bancaire, elles se font concurrencer sacrément par toutes les crypto-monnaies qui arrivent, donc c'est aussi des autorités qui disparaissent gentiment, qui sont remplacées par d'autres autorités, et tout ça parce que l'information circule plus facilement dans notre monde. Et je pense qu'on aura encore d'autres formes d'autorités qui vont s'effondrer gentiment, et que le monde est en train de changer, de se refaire totalement. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir de l'avenir, là, au milieu? On voit que la moyenne d'âge sur les réseaux sociaux augmente, donc ça veut dire que elle est aussi massivement adoptée par toutes les générations, mais que les plus jeunes sont aussi en train de quitter les réseaux sociaux traditionnels, les médias sociaux. Donc, il y a d'autres formes qui se créent, comme Snapchat par exemple, ou les messageries instantanées qui correspondent plus aux jeunes générations. Il faut dire aussi qu'on a un nombre d'amis moyens qui augmente. Il semble qu'il est à un peu plus de 300 globalement, actuellement, alors qu'il est à une centaine il y a encore 2 ans. Donc ça apparaît un peu normal qu'on ait de plus en plus d'amis, parce que finalement, on n'enlève pas les anciens amis, on les garde, mais on en ajoute des nouveaux. Si je fais une nouvelle école, j'aurai des nouvelles personnes que je connais, un nouveau travail, des nouvelles personnes que je connais. Si je déménage, j'ai des nouveaux voisins que je rajoute. Et tout ça, ça fait beaucoup, beaucoup plus d'informations, et on sait très bien que trop d'informations tue l'information, donc c'est peut-être pour ça qu'il y a des gens qui sont assez minimalistes et font juste un groupe WhatsApp qui n'est pas censé être durable, mais juste de circonstances. Et il y avait un anthropologue qui s'appelle Dunbar, qui avait étudié
quel était le nombre maximum de personnes avec qui on peut avoir une relation de confiance régulière, et lui, il disait que ça s'approche autour de 148. C'est apparemment un nombre lié à notre cerveau. Donc quand on voit que 300 amis en moyenne, ça veut dire que finalement il y a déjà la moitié qu'on n'est pas capable de gérer. Donc ça c'est intéressant, il y a peut-être des réseaux sociaux qui vont émerger, plus concrets, plus locaux, plus dans ce qu'on est capable de gérer, d'avoir des relations de confiance, des vrais, plutôt que des larges conférences avec des centaines de personnes, mais qu'en fait on voit plus, et on n'est plus capable de gérer cette information, donc c'est le réseau qui va nous gérer à notre place, ce qui peut aussi apporter des dérives dans lesquelles on s'enferme sur sa propre communauté. Plutôt que de voir le monde, on voit toujours les mêmes, parce que finalement on n'est pas capable de gérer plus, même si on a un nombre incroyable d'amis qui sont censés nous suivre. Donc il y a aussi une pratique des réseaux comme ça qui sont capables de nous enfermer. Il semble que Twitter n'a pas, ou moins, cet enfermement de fait que j'aime toujours le même contenu, donc toujours le même contenu, mais proposé. Mais avec Twitter, on fonctionne beaucoup sur les hashtags, et les hashtags permettent d'ouvrir, et comme tout le monde peut s'associer à un hashtag, finalement il reste assez ouvert, et on peut voir facilement du nouveau contenu plus ouvert. Donc on verra à l'avenir ce qui va nous arriver, ce qui va émerger, ce qui va rester, ce qui va disparaître. On voit que ça évolue assez régulièrement. Donc si Facebook domine tout actuellement, ça ne peut pas être le cas forcément dans l'avenir. Alors je vous ai mis quelques chiffres ici, un peu partout, sur quelques réseaux principaux. Donc ce que je retiens ici, c'est que finalement, globalement, en 2016, donc ça date déjà un peu, on voit que ça a déjà beaucoup évolué. Instagram a déjà 3 fois plus d'utilisateurs que ce qui est marqué ici. Mais on voit que c'est à peu près le tiers de la population mondiale qui est sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est encore plus vite et plus massif depuis que les smartphones sont vraiment majoritaires comme accès à Internet. L'Inde est totalement connectée maintenant et c'est vraiment massif. Il y a des milliards de personnes là-dessus. Alors il y a plein de chiffres, ça change tout le temps, donc je vous laisse regarder, je ne vais pas entrer dans le détail. Bien, nous arrivons au terme de cette introduction qui a déjà fait un survol bien global. Donc ça c'est une intro, on voit le détail de chaque réseau social dans d'autres formations que je vais vous proposer. Donc on va voir Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Pinterest, qui me semblent être des plateformes intéressantes, des plateformes là où sont vraiment le monde, l'essentiel. Donc des fois on se concentre sur Facebook, Twitter, voire YouTube, c'est déjà l'essentiel. Instagram, c'est aussi très 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 partagé. Et là on va voir les cultures de chaque plateforme. On va voir comment les utiliser, comment avoir du trafic. Comme elles sont toutes un petit peu différentes, il y a des principes différents. Donc voilà, à bientôt. J'ai mis une petite URL en dessous qui permettra de retrouver toutes ces formations. Je ne les ai pas encore toutes faites, donc elles vont venir dans le futur. Je vais les compléter. Donc si tu t'y intéresses, si tu as envie de trouver toutes les arcanes, tous les petits secrets, toutes les astuces qui font qu'on ne se fait pas bouffer par la plateforme, mais qui permettent d'utiliser correctement, eh bien je te rejoins juste de l'autre côté dans toutes ces formations.